Le Duc S Éditions et Sonobook présentent Les 4 vies de Steve Jobs de Daniel Ishbia, lu par Victor Vestia. Introduction lue par l'auteur. Musique Daniel Ishbia. Le miroir brisé de l'innocence. Je suis passé de la misère à la fortune dans le chagrin de la nuit, dans la violence d'un rêve d'été, dans la froideur d'une lumière d'hiver, dans la danse amère de la solitude engloutie par l'espace, dans le miroir brisé de l'innocence, perceptible sur chaque visage oublié. Sans doute, Steve Jobs se reconnaissait-il dans ces vers, écrits par un poète qu'il adule, Bob Dylan. Quelque chose d'indicible rapproche ces deux personnages. Dylan peut entrer dans un studio d'enregistrement le matin, mal réveillé, un brin patraque, s'asseoir devant le micro, accoucher d'une prise, une seule, et laisser les techniciens du son se débrouiller avec. Donner sa vérité à l'état brut, sans compromis, avec une force telle qu'il n'y a rien à ajouter. Un trait de caractère unit ces deux personnalités. Tout comme Dylan, Jobs n'a que faire qu'on l'aime ou non. Authentique jusqu'à la moelle, il n'a de compte à rendre à personne. Il s'exprime comme il respire, énonce ce qu'il a à dire comme il l'entend. Certes, il l'a parfois payé cher, bien cher. Première vie, la quête. Chapitre 1er, faux départ. Faux départ. Les dés ont atterri sous la table et l'un d'eux est resté en équilibre sur une arête, interdisant que l'on fasse le décompte des points. Un autre est allé se perdre si loin qu'on ne le retrouve pas. Quant à ceux qui présentent leur face supérieure, ils affichent des 1, des 3, des 2. Steve Jobs a raté son entrée dans la vie. En ce 24 février 1955, personne ne l'attend et ceux qui devaient l'accueillir se dérobent, tournant le dos à leurs obligations. Tout n'est pas perdu. Un couple sans prétention va lui donner sa chance. Ils ont tant voulu un enfant. Cela n'empêche pas la mère biologique de poser ses conditions pour ce bébé dont elle entend se dispenser. Avant de l'abandonner à son sort, à la façon de Moïse déposé sur le Nil dans un panier, elle souhaite que ce garçon dont elle ne partagera pas les émois puisse s'élever au-dessus de la mêlée. Elle n'en cédera la garde définitive que si elle est assurée qu'il fera des études. Avec le recul, cette exigence paraît bien mesquine. Pourquoi n'est-elle pas elle-même pourvue aux besoins universitaires de son fils ? Jobs aborde l'existence à la dure, bâtard ahuri. Qu'on le laisse jouer des coudes et il fera sa place dans la mêlée. Bien des décennies plus tard, lorsque le défilé des événements autorisera un sage recul, Jobs reviendra sur ce début de vie et rappellera à qui veut l'entendre qu'il faut parfois patienter longtemps avant d'obtenir un recul adéquat sur les événements. On ne peut prévoir l'incidence qu'auront certains événements dans le futur. C'est après coup seulement qu'apparaissent les liens. Vous pouvez seulement espérer qu'ils joueront un rôle dans votre avenir. L'essentiel est de croire en quelque chose. Votre destin, votre vie, votre karma, peu importe. Cette attitude a toujours marché pour moi et elle a régi ma vie. Eh oui, en ce 24 février 1955, la chance lui sourit, mais il l'ignore encore. Elle l'a mené en Californie, une terre gorgée de soleil bordée par un océan qui semble inviter à l'aventure. Pour tirer le meilleur des moments à venir, cette contrée est en tout point privilégiée. D'ici une douzaine d'années, le mouvement hippie installera son fief dans la ville éclairée de San Francisco. Un peu plus tard, la Silicon Valley verra émerger un geyser du nom de micro-informatique. Jobs arrive juste un peu trop tard pour participer à la révolution culturelle des années 60. Il va s'y baigner naturellement, épousant avec intensité les rêves d'un monde meilleur, le désir de changer les choses. Il va également développer un amour sans bornes pour cette fée récemment élue au chapitre des angéliques, la technologie. Elle va lui donner ses premiers ravissements, sa première sensation de confiance en soi. Qu'elle se rassure, il lui rendra au centuple ce qu'elle a apporté. En cette année 1955,
les résidents de la région de San Francisco ont d'autres préoccupations. L'Amérique vit une période dorée, globalement paisible, avec l'émergence d'un style de vie marqué par les bienfaits du progrès. Un vent de rébellion souffle en filigrane avec les déhanchements du jeune Elvis Presley qui ont le don de mettre en émoi les adolescentes du sud-est des États-Unis. Pourtant, la vague ne touche encore qu'une population isolée. Avant tout, Jobs va bénéficier d'un environnement familial privilégié, sans doute bien préférable à celui qu'aurait pu lui procurer sa mère biologique. Les Jobs sont des parents exemplaires, comme peuvent l'être des gens simples. Ils ont du mal à joindre les deux bouts, mais ont à cœur d'offrir leur amour et leur savoir aux rejetons qu'ils ont adoptés. D'un bout à l'autre de sa jeunesse et jusqu'à la création d'Apple, il va trouver chez ses parents adoptifs un soutien continu et affable. Pouvait-on rêver meilleur écrin pour cet esprit déboussolé, en perpétuelle interrogation, ultra-sensible et mal dans sa peau? J'ai eu de la chance, dira Steve Jobs en 1995. Mon père, Paul, était un homme vraiment remarquable. Il n'a jamais obtenu de diplôme. Il a rejoint les gardes-côtes durant la Seconde Guerre mondiale et transporté des troupes de par le monde pour le général Patton. Il lui arrivait toujours des ennuis et il se retrouvait régulièrement simple soldat. 2 années plus tard, Steve Jobs aura ces mots touchants envers la mémoire de Paul. « J'espère juste pouvoir être un père aussi bon envers mes enfants que mon père l'a été. J'y pense chaque jour de ma vie. » Si son histoire commence avec un bémol, il va la mener vers l'apothéose. Comme l'énonce un proverbe chinois qu'il va chérir, « The journey is the reward ». C'est le voyage qui est la récompense, la satisfaction. Sans que nul ne le sache, Ariane a tissé un fil qui autorise la sortie du labyrinthe. Que Steve Jobs soit. En ce milieu des années 50 où Steve Jobs voit le jour, l'Amérique conservatrice n'a pas encore subi les assauts cathodiques du frêle Elvis Presley et du rock'n'roll, et encore moins les soubresauts de la future contre-culture. Les hommes vont gagner la pitance, leurs épouses maintiennent la maison propre comme un sous-neuf, les enfants sont bien élevés, le dimanche on nettoie la voiture et on entretient une pelouse coupée au carré. Nul n'oserait s'écarter de ce qui est de bon ton. Le qu'en dira-t-on sert de maître étalon en matière de comportement social. La population ne semble pas s'en plaindre et d'ailleurs, bien des cinéastes à la Spielberg ou Lucas dépeindront cette atmosphère paisible des années 50 avec nostalgie. En attendant, Joan Carol Schiebel n'a que 23 ans et elle porte un bébé conçu hors du mariage, ce que la norme réprouve. Mieux encore, le père n'est aucunement un Américain de bonne famille, ce qui à tout prendre aurait amenuisé la faute. Il est d'origine syrienne. C'est à l'université du Wisconsin que le méfait a été commis. L'étudiante Joan est tombée amoureuse de son professeur de sciences politiques, Abdul Fattah Jandali. Monsieur Schiebel, père, s'oppose à leur mariage et menace de la déshériter si elle désobéit. Lui avouer qu'elle est enceinte est au-dessus de ses forces. Pour cacher sa grossesse, Schiebel va accoucher en Californie et se met en quête de parents adoptifs. Le 24 février, elle donne naissance à cet enfant qu'elle a conçu par accident. C'est un garçon. Seulement voilà, le foyer d'adoption escompté, une famille d'avocats fait la fine bouche. Ils espéraient une fille et ne peuvent se résoudre à changer leur plan. Désolé, ils ne souhaitent pas élever un garçon. Joan se rabat sur le 2e couple de la liste d'attente, le quinquagénaire Paul Jobs et son épouse Clara. En plein milieu de la nuit, Paul Jobs reçoit un appel. « Nous avons un bébé, c'est un petit garçon, est-ce que vous le voulez ?»« Bien sûr, répondent les Jobs. Paul et Clara Jobs sont prêts à adopter l'enfant illégitime. Mais c'est au tour de Joan de faire la difficile. Les Jobs font partie de la classe moyenne, ils sont loin d'avoir le standing d'une famille d'avocats. Steve Jobs l'a raconté lui-même par la suite. Quand ma mère biologique a découvert que ma mère adoptive n'avait jamais eu le moindre diplôme universitaire et que mon père n'avait jamais terminé ses études secondaires, elle a refusé de signer les documents définitifs d'adoption. Elle ne s'y est résolue que quelques mois plus tard, quand mes parents lui ont promis que j'irais à l'université. Le destin va prendre une drôle de tournure pour Joan Carol Schiebel.
Aux alentours de Noël, elle épouse le Syrien John Daly à Green Bay, dans le Wisconsin. En juin 1957, tandis que Steve Jobs grandit en Californie, les John Daly auront un deuxième enfant, une fille nommée Mona. Leur union ne durera toutefois que 7 années. En attendant, Stephen Paul Jobs a une sœur, mais il ne le sait pas encore. De conditions modestes, les Jobs résident dans un pavillon de banlieue sans panache particulier. Tandis que Clara est comptable, Paul Jobs officie comme opérateur de machine dans une entreprise qui fabrique des lasers. Lorsque Stephen a 5 ans, sa mère est contrainte de faire du babysitting pour lui payer des leçons de natation. Les Jobs vont plus tard adopter un deuxième enfant, une fille qu'ils nomment Patty. En 1960, la famille déménage de San Francisco à Mountain View, au cœur de ce qui va devenir la Silicon Valley. L'enfant de 5 ans découvre avec stupeur une région qu'il perçoit comme un paradis. La vallée est parsemée de vergers, d'abricotiers, de pruniers. L'air est si pur qu'il peut distinguer les maisons comme les collines loin, très loin. Le petit Steve est fasciné par la dextérité de son père adoptif qui avait du génie dans les mains, comme il le dira plus tard. Il peut demeurer des heures à l'observer découper du bois puis le clouer sur l'établi de son garage. Un jour, alors que son rejeton a 6 ans, Paul Jobs découpe une partie de cet établi et la donne à Steve. « Voilà, c'est ton établi maintenant. » Il lui donne au passage quelques-uns de ses petits outils et lui montre comment utiliser un marteau, une scie. Il a passé beaucoup de temps à m'enseigner comment construire les choses, comment les démonter, les réassembler. Stephen Paul n'est pas ce que l'on pourrait appeler un garçon sage. S'il manifeste une activité supérieure à la moyenne, ses agissements trahissent une certaine dispersion. Par 2 fois, ses parents adoptifs doivent l'amener en toute hâte aux urgences. La première fois pour un lavage d'estomac. Steve avait avalé une bouteille d'insecticide. La seconde, parce qu'il a introduit une broche dans une prise électrique. Comme sa mère lui a elle-même enseigné la lecture, Jobs aborde l'école avec l'espoir qu'il pourra lire des livres et qu'il sera possible d'aller explorer le monde alentour. Dans la pratique, son contact avec l'autorité professorale se passe mal. Toute la curiosité que j'avais naturellement développée a pratiquement été chassée. Steve Jobs a 7 ans lorsque la crise des missiles de Cuba éclate le 16 octobre 1962. Il reçoit cette menace sur la paix mondiale comme un choc. Je n'ai pas dormi durant 3 ou 4 nuits parce que j'avais peur de ne pas me réveiller si je m'endormais. Je crois que je comprenais exactement ce qui se passait. Tout le monde le comprenait en fait. C'était une terreur que je n'oublierai jamais, et je crois qu'elle n'est probablement jamais totalement partie. Il me semble que tout le monde la ressentait à l'époque. 1 an plus tard, le 22 novembre 1963, à 3 heures de l'après-midi, Steve Jobs rentre tranquillement à la maison lorsqu'il entend un cri dans la rue. Le président Kennedy vient d'être assassiné. Là encore, cet événement le terrasse. Il a 8 ans. Sans réellement savoir pourquoi, il est conscient que l'Amérique vient de perdre l'une de ses grandes figures historiques. L'école pèse de plus en plus sur Jobs. Aidé d'un copain de classe, Rick Farentino, il sème régulièrement la pagaille dans les classes. Leur fait de gloire consiste à faire exploser des pétards dans les bureaux des professeurs. Ils iront jusqu'à lâcher des serpents dans une classe. Comme il le confiera plus tard avec émotion, Steve Jobs n'a sans doute évité la prison que grâce à la sagacité de l'une de ses enseignantes de 4e année, l'équivalent du CM1 dans le système scolaire français, Mademoiselle Hill. Cette maîtresse de rêve a trouvé la méthode pour canaliser l'énergie débordante de ce trublion de 9 ans. Je te donne $5 ainsi que cette sucette géante si tu termines ce livre de mathématiques. Aiguillonné, Steve Jobs étudie assidûment et découvre la passion d'apprendre. À la fin de cette avant-dernière année d'école élémentaire, son niveau est devenu tel qu'il est en mesure de sauter une classe et d'entrer directement au collège. À l'adolescence, 2 courants influent sur l'existence de l'adolescent. La contre-culture hippie et la technologie. Imbibé de la musique rock des Doors et des Beatles,
et des poèmes fantasques de l'intrigant Bob Dylan, le courant contestataire qui prend forme ne peut qu'attirer ce garçon déjà soucieux de donner un sens à sa vie. Je me souviens d'avoir grandi à la fin des années 50 et au début des années 60. C'était une époque très intéressante pour les États-Unis. L'Amérique se trouvait alors à une sorte de pinacle de la prospérité d'après-guerre. Tout se déroulait selon un droit chemin, de la culture jusqu'aux coupes de cheveux. Et puis les choses ont commencé à s'élargir jusque dans les années 60, où de nouvelles directions ont été prises de toutes parts. L'Amérique était encore un pays très jeune avec une énorme réussite. Le pays semblait jeune et naïf, si je m'en tiens à mes souvenirs de cette époque, a raconté Steve Jobs. L'artiste qu'il admire le plus, c'est Bob Dylan. Steve Jobs apprend par cœur les textes de toutes ses chansons. Avant tout, il est impressionné par la faculté qu'a Dylan de changer régulièrement de peau, comme lorsqu'il décide d'intégrer de l'électricité dans sa musique, au risque de fâcher une partie du public qu'il a porté au pinacle, les amateurs de musique folk. Désormais, lors de ses concerts, une frange des spectateurs conspue Dylan en hurlant « Rentre chez toi, traître !» Pourtant, l'auteur de Like a Rolling Stone passe outre et leur livre ses mélopées comme il l'entend. Qu'on l'aime ou non semble être le cadet de ses soucis. Dylan ne faisait jamais de surplace. Les artistes qui sont vraiment bons arrivent toujours à un point où ils pourraient faire la même chose pour le reste de leur vie. S'ils continuent de défier l'échec, ce sont toujours des artistes. Dylan et Picasso ont toujours agi ainsi, a commenté Steve Jobs. Le refus de se conformer aux normes va se manifester très tôt. Steve Jobs est particulièrement malheureux au lycée de Mountain View. Un soir, alors qu'il est en 7e année, l'équivalent de la 5e dans le système scolaire français, il rentre de l'école et pose un ultimatum à son père. « Je ne retourne plus à l'école si je dois remettre les pieds une seule fois dans ce lycée. » Le garçon fait preuve d'une détermination étonnante. Paul Jobs se comporte en père magnanime. Fidèle à la promesse qu'il a jadis faite à Johann Schiebel, il juge primordial d'offrir à son rejeton l'éducation adéquate. Il est donc décidé que la famille déménagera, pas loin de là, de Mountain View à Los Altos. Une fois au lycée de Homestead, Jobs déploie une bien meilleure assiduité. Mieux encore, il va faire plusieurs rencontres majeures dans le voisinage de leur nouvelle maison. Son engouement pour la technologie, il le doit à son père. Régulièrement, Paul Jobs se rend dans les cimetières de voitures afin d'y acquérir pour $50 divers véhicules abandonnés. Il les répare et les revend à des étudiants. C'est ainsi qu'il va s'intéresser à l'électronique. Il y avait de l'électronique dans un grand nombre de voitures qu'il réparait. Il m'a donc montré les rudiments de l'électronique et cela m'a rapidement intéressé. Fasciné par les appareils en tout genre, Steve questionne sans relâche son père adoptif sur le sujet. Si les Jobs reçoivent à dîner une personne qui semble maîtriser le domaine de l'électronique, elle peut alors s'attendre à subir un feu nourri de questions de la part de l'adolescent. Dans la rue où habitent les Jobs, quelques maisons plus bas, vit un ingénieur, Larry Lang, qui est employé par Hewlett-Packard. Afin d'épater les enfants du coin, ce mordu de technique, radioamateur durant son temps libre, a installé un microphone et un haut-parleur reliés à une simple pile dans l'allée de sa maison. Jobs, comme d'autres gamins, s'amuse à parler dans le micro. Il a la surprise d'entendre sa voix amplifiée et cherche en vain à comprendre comment cet effet a pu être créé. Stupéfait, il court voir son père et s'époumonne. « Tu m'avais dit qu'on ne pouvait pas amplifier la voix sans amplificateur. Tu m'as menti !» Mais non, rétorque Paul Jobs. C'est effectivement impossible. Un voisin y est pourtant parvenu. Et comme Paul ne le croit pas, Stephen le traîne sur les lieux du fait. Désireux d'en savoir plus, Steve fait rapidement connaissance de cette émule de M. Q, l'inventeur des gadgets de James Bond. Par bonheur, Larry Lang se déclare ravi de partager ses connaissances avec ce jeune passionné. Il lui enseigne des notions avancées d'électronique et l'incite à acquérir des kits de construction IF-Kit. Ceux-ci sont accompagnés de manuels expliquant comment réaliser les montages. Pour Jobs, l'assemblage de ces pièces marque un tournant majeur.
Ces kits de construction vous apportaient plusieurs choses. On en tirait une compréhension de ce qui se trouve à l'intérieur d'un produit fini. On pouvait aussi comprendre comment cela fonctionne, car ils incluaient la théorie sur le fonctionnement. Plus important encore, ces kits vous donnaient la sensation que vous pouvez construire les choses que l'on voit autour de soi dans l'univers. Elles n'étaient plus des mystères. Je pouvais regarder un téléviseur et me dire « Je n'en ai pas construit un, mais je pourrais fort bien y arriver ». Ces objets étaient le résultat de la création humaine, non pas des choses apparues comme par enchantement dans l'environnement. Cela vous apportait un niveau très élevé de confiance en soi. À travers l'exploration et l'apprentissage, on pouvait comprendre des choses très complexes en apparence. J'ai eu une enfance très chanceuse à ce titre, a raconté Jobs. Bientôt, Stephen Jobs gagne son argent de poche en achetant de vieilles chaînes stéréo qu'il répare et revend avec profit. Pourtant, l'adolescent ne se contente pas de reproduire à l'identique ce qu'il découvre. Il fait déjà preuve d'un sens de l'innovation, de la simplification. Son professeur d'électronique de Homestead, John McCollum, s'est d'ailleurs souvenu de lui comme un solitaire qui posait toujours un regard différent sur les choses. Lorsqu'il désire quelque chose, Stephen ne se donne aucune limite. Doté d'un culot hors norme, il se montre prêt à tout pour parvenir à ses fins. Un jour, alors qu'il est en quête de pièces détachées pour l'une de ses créations, il commence par appeler la société Burroughs à Détroit. Faute de trouver son bonheur, il appelle William Hewlett, cofondateur de Hewlett-Packard. Ce jour-là, Hewlett décroche son téléphone et entend au bout du fil la voix d'un gamin de 13 ans. « Je m'appelle Steve Jobs et je suis à la recherche de pièces détachées pour fabriquer un compteur de fréquences. Pourriez-vous me les fournir ?» L'aplomb du collégien séduit William Hewlett, qui discute avec lui durant 20 bonnes minutes. À l'issue de cette conversation, il lui offre les pièces demandées et mieux encore, lui propose un petit travail d'été chez Hewlett-Packard. L'adolescent va conserver un excellent souvenir de ce premier contact avec le monde du business. Il ne lui manque plus qu'un alter ego avec qui partager cette flamme pour la technologie. Chapitre 2. Vose. 1970 est une année folle. Plusieurs héros des années 60, porteuses de tant d'espoir, vont quitter cette terre prématurément. Jimi Hendrix est l'un des premiers à s'envoler vers d'autres cieux. À trop flirter avec des substances qui procurent une éphémère libération, le guitariste métis y a laissé ses plumes. Le 18 septembre, il entre dans un sommeil dont on ne se réveille pas. Janis Joplin, l'oiseau blessé, le rejoint le 4 octobre. Fidèles à leur rôle de précurseurs, les fameux Beatles ont annoncé leur séparation le 10 avril, mettant fin prématurément au rêve multicolore de All You Need Is Love. Visiblement mal informé, Elvis Presley va s'offrir une visite privée au président Nixon pour l'assurer de son soutien et clamer que les 10 Beatles seraient anti-américains. Comment pouvait-il imaginer que ce dirigeant paranoïaque enregistrait ses moindres conversations et qu'elles seraient rendues publiques lors de la sinistre affaire du Watergate? Le 8 juin, Bob Dylan, l'artiste vénéré, le poète intègre et visionnaire, celui dont on a dit en 1963 qu'il a mis le doigt sur le pouls de notre génération, casse volontairement sa propre image dans l'album Self-Portrait. Assagi, il chante d'une voix sirupeuse et se positionne à 1000 lieues du symbole de porte-parole générationnel qu'on a voulu faire de lui. Il se trouve qu'en cette année 1970, l'Amérique subit les remous d'un tsunami culturel qui bouleverse les consciences. La présidence est détenue par un individu si retors que les caricaturistes n'ont aucun mal à en tirer le portrait. La prétendue croisade pour libérer le Vietnam a tourné au bourbier et une majorité de jeunes refusent d'y être mêlés. Certains ont publiquement brûlé leur livret militaire. En cette période chaotique, où les valeurs qui ont construit la nation sont secouées de toutes parts, même la conquête spatiale ne fait plus recette. La mission Apollo 13, qui devait amener des astronautes à poser une nouvelle fois le pied sur la Lune, a bien failli tourner au tragique. 3 moteurs sur 4 et 2 réserves d'oxygène sur 3 ont défailli. Telle est l'atmosphère mouvementée de cette année 1970.
De tous les États d'Amérique, la Californie est sans doute le plus touché par la révolution des idées, des mœurs, des styles de vie. Steve Jobs, qui fête ses 15 ans le 24 février, se retrouve aux premières loges, trop jeune pour y participer pleinement, mais suffisamment mûr pour s'abreuver des courants de pensée contradictoires. Pourtant, l'essentiel de sa vie est ailleurs. En 1970, Jobs rencontre un individu qui va changer son existence. Un fêlé d'électronique, comme lui, mais débordant d'idées, d'imagination, d'esprit d'invention. C'est un ami du quartier, Bill Fernandez, qui met les deux hurluberlus en contact. Son voisin, une sorte de savant cosinus, bricole toutes sortes d'appareils étonnants. Or, depuis 6 mois, ce garçon s'est mis en tête de construire son propre ordinateur. Fernandez s'empresse d'en toucher mot à Stephen. « Il faut que tu vois ça. » Ils se sont vus, ils se sont plu, ils se sont reconnus. Entre Jobs et Wozniak, c'est le coup de foudre intellectuel. L'allure de Steve Wozniak est ancrée dans la contre-culture ambiante. Des cheveux longs et une barbe enlacent son visage. Derrière ses lunettes brillent des yeux pétillants, pleins de malice. Bourré d'humour, Wozniak est jovial, facile à vivre. Pourtant, il n'a que peu d'amis. Il a du mal à se mêler aux autres. Comme Jobs, il est fasciné par l'électronique et passe donc le plus clair de son temps à l'étude des ordinateurs. Comme le suggère leur nom, les Wozniak sont originaires de Pologne, un nom d'ailleurs courant dans la région des Balkans. Né le 11 août 1950 dans la ville de San José, Steve Wozniak a rapidement montré des capacités hors du commun. À 3 ans, il savait déjà lire. Dès l'âge de 9 ans, alors qu'il était encore à l'école élémentaire, son professeur avait détecté en lui un génie des mathématiques. 1 an plus tard, il avait déjà fabriqué sa propre radio. Par la suite, au lycée, Steve Wozniak va constamment se trouver en tête du classement dans les matières de sciences et de mathématiques. J'avais lu un livre qui mettait en scène des radioamateurs à la recherche de kidnappeurs. Cela m'a poussé à obtenir une licence de radioamateur et je l'ai décrochée en 1 an. Mon père m'a beaucoup aidé pour cela, racontait Wozniak. Il est vrai que le jeune Steve Wozniak est à bonne école. Il est le fils d'un ingénieur qui œuvre pour Lockheed, une société californienne d'aéronautique. Wozniak père collabore à des projets militaires enveloppés d'une aura de secret. À la maison, il est courant de le voir s'escrimer au milieu de plans qu'il a déroulés sur les tables du domicile de Palo Alto. Il buvait beaucoup de martini, mais sa célébrité, il la doit aux solutions qu'il a développées et qui ont sauvé de nombreux programmes chez Lockheed. Il lui arrivait de venir à bout d'effroyables équations après de nombreuses semaines ou mois d'acharnement. Son exemple a rejailli fortement sur moi. J'en ai tiré un goût de la précision, poursuit Steve Wozniak, à propos de son père. C'est son père qui a lui-même enseigné à Steve Wozniak l'électronique et l'informatique, tout en insistant sur l'importance de l'éducation. Avant tout, il m'a parlé de l'importance de l'éthique, de dire la vérité, de tenir parole, d'achever les choses que vous avez commencées. Il était strict sur ces points, bien qu'il ne soit pas religieux. Il a été, de très loin, la plus grande influence de ma vie. C'est la lecture d'un article sur l'algèbre booléenne, à base de 0 et de 1, qui sert de révélateur à Wozniak. Ce système de calcul le fascine et il se met spontanément à dessiner des circuits informatiques. Par chance, son père dispose de centaines de transistors et Wozniak peut donc passer son temps à transformer ses équations en circuits électroniques. En 1964, alors que Wozniak a 14 ans, l'un des calculateurs qu'il a conçus décroche plusieurs prix lors d'un salon scientifique de San Francisco. Un représentant de l'Air Force le désigne meilleur projet de l'exposition. Captivé, l'un de ses professeurs de lycée intervient auprès d'une société locale, Sylvania, afin que Steve Wozniak puisse s'y rendre 1 fois par semaine et programmer leur ordinateur. Dès la première semaine, il réalise son premier programme qui simule le déplacement du roi dans un jeu d'échecs. Obnubilé par l'informatique, Wozniak entreprend bientôt de concevoir son propre ordinateur. Son seul souci est pratique. Il ne semble pas envisageable, en cette époque pionnière, d'acheter les composants nécessaires. En attendant, cette adulation l'accapare totalement
l'écartant des tentations en vogue. Wozniak affirmera plus tard qu'il n'a jamais touché à la drogue et n'a même pas bu d'alcool avant d'avoir 30 ans. Je détestais le goût de l'alcool et c'est encore le cas. En plus, j'avais un système mental qui fonctionnait bien et donc je ne voulais pas prendre de risques avec l'alcool ou la marijuana, a témoigné Steve Wozniak. À l'examen d'entrée à l'université, Wozniak obtient la note maximale. Il entre ainsi à Berkeley, en Californie, à l'automne 1968. Durant l'année qui suit, il tombe sur la brochure d'un nouvel ordinateur de data générale, le Nova. Par curiosité, il tente d'en établir le design lui-même en prenant en compte les puces dont il connaît l'existence. À sa surprise, sa propre conception utilise 2 fois moins de puces que l'ordinateur de data générale. Mes idées sur la conception ont alors changé à jamais. J'ai vu que l'on pouvait obtenir un produit aussi bon avec la moitié des puces nécessaires ailleurs. C'était une grande leçon pour moi. Je voulais déjà réduire l'usage des puces à l'intérieur d'une machine. En cette année 1970, celui que l'on surnomme Woz a le profil idéal pour séduire Steve Jobs. Leur passion commune pour la technologie fait oublier leurs différences d'âge. 5 ans séparent l'étudiant Wozniak de son ami lycéen. Au fil des mois, l'admiration de Jobs ne va cesser de grandir. Quel que soit le problème rencontré, y compris dans des domaines où il ne connaît rien, Wozniak trouve une solution souvent brillante. De plus, il dispose d'une capacité de concentration sans faille. Les premiers faits d'armes des 2 marginaux sont dignes de Patibulaire, le malfaiteur créé par les studios Disney. Steve Jobs va exploiter l'inventivité de son comparse pour développer un bien drôle de commerce. En octobre 1971, alors qu'il vient d'entamer sa 3e année à l'université de Berkeley, Wozniak tombe sur un article de fiction d'Esquire Magazine qui évoque les secrets de la boîte bleue. Le texte évoque les activités d'ingénieurs opérant dans des camionnettes et utilisant des équipements spéciaux pour s'infiltrer dans les réseaux téléphoniques. Le héros du domaine est un dénommé Capitaine Crunch. Fasciné, Wozniak téléphone à Jobs pour lui lire de longs extraits de l'article. Il lui fait alors remarquer un détail. Cette prétendue fiction donne un grand nombre de précisions techniques et laisse à penser que son auteur évoque des faits bien réels. Il va jusqu'à indiquer quelles sont les fréquences que l'on pourrait utiliser pour effectuer des appels gratuits. Le lendemain, Wozniak et Jobs se rendent à la librairie du SLAC, un laboratoire de physique dépendant de l'université de Stanford. Ils trouvent un livre qui spécifie les fréquences sonores permettant de téléphoner sans payer. Ce sont bel et bien celles mentionnées dans l'article d'Esquire. De retour au domicile de Steve, les 2 compères entreprennent la construction d'un appareil simulant les dites fréquences. Au bout de quelques semaines, aidé des conseils d'un autre fervent de l'électronique de Berkeley, Wozniak achève la conception d'une boîte bleue produisant les sonorités désirées. Pour tester ces boîtes, Wozniak sollicite le concours d'un étudiant doté d'une oreille absolue, la capacité à percevoir les notes exactes. Il me disait quelles étaient les tonalités qu'il entendait et je pouvais alors en déduire quelles étaient les diodes défectueuses. Pour Woz, la conception des boîtes bleues est avant tout un défi intellectuel, et il affirme qu'il ne s'en est jamais servi pour passer des appels gratuits. Je payais toujours mes propres appels, je n'utilisais les boîtes bleues que pour tester ce qu'elles pouvaient accomplir, a-t-il affirmé. Steve Jobs voit les choses sous un angle plus pratique. Il cherche à transformer la trouvaille de Wozniak en activité lucrative. Il s'improvise VRP, se chargeant de faire la démonstration des boîtes et d'en assurer la vente. Durant l'année 1971, le duo commercialise d'énormes quantités de ces appareils qui permettent d'appeler le monde entier sans être facturés. L'un de leurs principaux clients est un étudiant de l'université de Berkeley, tandis qu'un autre est un fou du téléphone rencontré au hasard de leurs aventures téléphoniques. Le trafic occasionne parfois aussi quelques sueurs froides. Un jour, dans une pizzeria de Cupertino, Steve Jobs tente de vendre une boîte bleue à un homme. Une fois sur le parking, à défaut de sortir la somme demandée, l'intéressé brandit un fusil.
Le plus étonnant, c'est que Jobs lui laisse son numéro de téléphone avec cette instruction. « Appelez-moi pour me dire comment ça marche. » Au hasard de leur pérégrination, le duo découvre que le fameux Capitaine Crunch, évoqué dans l'article d'Esquire, existe bel et bien. Il se trouve qu'à cette époque, le fabricant de céréales Quaker Oats offre à l'intérieur de ses paquets un sifflet pour enfants. Or, Capitaine Crunch a découvert que ce sifflet reproduit la tonalité exacte utilisée par la compagnie de téléphone Bell pour les appels longue distance. Il s'est donc rendu célèbre en exploitant cette technique pour appeler sans payer à l'autre bout du monde. Ayant appris qu'il donnait une interview sur une radio de la région, Jobs et Wozniak ont tenté de faire passer un message au mystérieux Capitaine Crunch sans obtenir de réponse. Un jour, un locataire du même campus vient voir Woz dans sa chambre et vend la mèche. Il a été employé à la radio KKUP à Cupertino et y a croisé un certain John Draper. Ce dernier l'a mis dans la confidence, il n'est autre que le Capitaine Crunch. Wozniak rencontre Draper à New York dans un Burger King et lui demande « Comment puis-je être sûr que vous êtes John Draper ?» Pour toute réponse, l'intéressé lui montre sa photo en couverture de l'hebdomadaire Village Voice. Une amitié prend forme. Un jour, alors que Steve Jobs raccompagne Wozniak à son domicile de Los Altos à 1h du matin, sa voiture tombe en panne. Il marche jusqu'au garage le plus proche et, faute de mieux, décide d'utiliser leur boîte bleue pour appeler John Draper afin qu'il vienne les chercher. Toutefois, les deux garçons attirent l'attention des forces de police. Nous avons eu très peur lorsque l'opérateur a pris notre appel. Nous ne savions pas quoi dire, car 2 flics sont arrivés. La main de Steve Jobs, celle qui tenait la boîte bleue, tremblait, raconte Wozniak. En réalité, à cause de notre look, les flics ont regardé dans les buissons pour voir si nous avions planqué de la drogue. Lorsqu'ils ont tourné le dos, Steve m'a passé la boîte bleue et je l'ai glissée dans une poche de ma veste. Les flics nous ont fouillés et ils ont trouvé la boîte bleue. Nous étions pris la main dans le sac. Toutefois, lorsqu'ils ont demandé ce que c'était, j'ai dit que c'était un synthétiseur de musique électronique et que nous obtenions des sons en appuyant sur les boutons du clavier. L'un d'eux a demandé à quoi servait le bouton rouge, celui de la prise de ligne. Steve Jobs leur a dit « C'est pour la calibration ». Ils étaient très intéressés par notre boîte. Ils l'ont conservée et nous ont demandé de monter dans leur voiture pour nous ramener à notre véhicule en panne. Nous étions sur le siège arrière, tremblants. Finalement, le flic assis sur le siège du passager s'est retourné pour me rendre la boîte bleue et nous a dit « Un type appelé Moog, l'inventeur du synthétiseur du même nom, vous a battu. » Steve a répondu en disant que c'était Moog qui nous avait envoyé les schémas. Ils nous ont cru. Durant cette nuit-là, Draper vient chercher les 2 garçons. 2 heures plus tard, alors qu'il a récupéré son automobile, Wozniak s'assoupit au volant et bousille son véhicule. L'épisode du parking a eu l'effet d'un signal d'alarme. La perspective de séjourner en prison refroidit leurs ardeurs. Jobs abandonne la pratique, inquiet des conséquences légales. De son côté, Wozniak, déçu d'avoir perdu son véhicule alors qu'il n'avait pas d'assurance, juge qu'il est temps de trouver un travail. À la rentrée 1972, il va se faire embaucher comme programmeur chez Hewlett-Packard. Pour Draper, les jours de liberté sont comptés. Il va bientôt être arrêté par le FBI et mis sous les verrous. Durant l'été 1972, qui suit la fin du lycée, Steve Jobs vit avec sa petite amie d'alors, Chris-Anne Brennan, dans une petite maison en bois dans les régions montagneuses de Santa Cruz. Il s'essaie au LSD, mais abandonne très vite toute consommation. D'un seul coup, le champ de blé s'était mis à jouer du bac, confiera-t-il en souvenir. L'adolescence de Steve Jobs tire à sa fin. Il déborde de curiosité, mais manque de certitude quant à la voie qu'il devrait suivre. Chris-Anne Brennan rapporte qu'il lui aurait confié ceci. « Un jour, je serai riche et célèbre. » À cette époque, un magazine alternatif que Jobs adore, le Wall Earth Catalogue, cesse sa parution. Ce catalogue recensait des produits alternatifs associés à la contre-culture, permettant notamment de vivre en autosuffisance. C'était une revue idéaliste débordant d'outils épatants et de notions géniales.
dira plus tard Jobs. Sur la dernière édition du World Earth Catalog, en dos de couverture, l'image d'une route de campagne apparaît, un slogan est scandé en guise d'au revoir « Demeurez affamés, demeurez fous ». Cette devise va marquer Jobs à jamais. Chapitre 3. Prise de conscience. Lorsque je l'ai connu au Reed College, c'était un individu silencieux d'apparence très timide. Steve Jobs était quelqu'un d'intense, de profond, et c'était avant tout un bon ami qui a su se montrer généreux lorsque j'avais besoin d'aide. C'était quelqu'un d'altruiste, très intéressé par la philosophie et la spiritualité. Rien ne montrait qu'il pouvait avoir de l'ambition. Il était aussi très secret. Telle est la description qu'a donnée de Jobs son ami d'alors, Daniel Kottke. Il est probable que le fils de Paul et Clara Jobs se reconnaît dans la chanson qu'a écrite Brian Wilson, leader des Beach Boys, « I just wasn't made for these times ». Je n'étais pas fait pour cette époque. Dans un album expérimental entré dans la légende, Pet Sounds. Wilson a voulu décrire son malaise personnel. Il se sentait un peu trop en avance sur son époque et avait l'impression que l'on n'arriverait pas à le suivre. Je cherche en vain un endroit où je pourrais me sentir dans mon élément, où je puisse exprimer ce que je ressens. J'ai longuement tenté de trouver les gens que je n'allais pas laisser derrière moi. Je n'arrive pas à trouver quelque chose où je pourrais mettre mon cœur et mon âme. Depuis, Brian Wilson a été désavoué par les autres membres des Beach Boys qui jugeaient son approche trop avant-gardiste, et il a lentement décroché de la réalité. Il passe ses jours chez lui, désœuvré et dépourvu d'inspiration. L'humeur de Steve Jobs n'est pas bien éloignée de celle du démiurge Wilson. Il n'est pas à sa place dans ce monde dont il peine à repérer les clés. Quel rôle pourrait-il y jouer ? L'esprit en décalage, il cherche confusément sa voie. À défaut de trouver des réponses dans le savoir universitaire, il va les chercher dans les spiritualités orientales. 17 ans après ma naissance, j'entrais à l'université. J'avais naïvement choisi un établissement presque aussi cher que Stanford, et toutes les économies de mes parents servirent à payer mes frais de scolarité, a raconté Jobs. Stephen Paul avait l'habitude de dire que s'il ne pouvait pas aller au Reed College, il n'irait nulle part ailleurs, s'est rappelé son père Paul. Situé en Oregon, au nord de la Californie, le Reed College a la réputation d'être non-conformiste de par la diversité de son cursus, sciences, histoire, littérature. Le campus s'étend sur 47 hectares avec un style architectural inspiré de l'université britannique d'Oxford. Le hic, c'est que le Reed College est une université privée et l'une des plus chères des États-Unis. Une année de scolarité représente $8 000, ce qui est une somme conséquente en ce début des années 70. Les dollars patiemment amassés par Paul et Clara Jobs ont cependant été alloués à des études au Reed College, conformément à la parole jadis donnée à la mère biologique de Stephen. D'emblée, Steve Jobs se retrouve dans une situation inconfortable. Les étudiants qui fréquentent le Reed College sont pour la plupart issus de familles aisées. Jobs, s'il est inscrit à l'université, n'a aucunement les moyens de s'offrir sa propre chambre sur le campus. Faute de mieux, il dort à même le sol dans des chambres d'amis. Il partage le plus souvent celle de Lawrence Phillips, un garçon dont l'allure n'est pas sans rappeler la sienne. Plutôt grand et maigre avec de longs cheveux foncés, la différence étant qu'il porte des lunettes. Au bout de quelques semaines, Lawrence Phillips fait venir l'un de ses amis, Dan Kottke, dans la chambre de sa résidence. Les cheveux en bataille, sur un visage fin et espiègle, Kottke est une personne sociable et naturellement amicale. Lorsqu'il fait la connaissance de Steve Jobs, ce type un peu paumé qui squatte la chambre de Phillips, un détail le sidère. Ce garçon qui n'a pas les moyens de se payer une chambre n'en possède pas moins un énorme magnétophone de qualité professionnelle. Je ne savais pas comment Steve Jobs avait pu se procurer un équipement aussi impressionnant et coûteux. Sur les bandes de ce magnétophone, il possédait des douzaines d'heures d'enregistrement pirate de Bob Dylan. Et ça, c'était vraiment cool, témoigne Dan Kottke. La rencontre de Kottke marque un nouveau tournant dans la vie de Jobs.
C'est un livre qui sert de déclencheur, Be Here Now, Soyez ici maintenant, de Ram Dass, un auteur qui a adopté ce pseudonyme en remplacement de son nom officiel, Dr. Richard Alpert. Ram Dass raconte le voyage qu'il a mené en Inde en 1967 et comment il y a découvert la spiritualité et la méditation. Durant son épopée, Ram Dass dit avoir rencontré un gourou du nom de Nem Karoli Baba, également connu comme Maharaji. Kottke a acheté un exemplaire de Be Here Now à la librairie du Reed College et Jobs a fait de même la même semaine. Dès lors, les discussions qu'ils entretiennent autour de ce livre servent de ferment à une solide amitié. Ensemble, ils passent de longues soirées à discuter d'ésotérisme et de spiritualité indienne. L'attrait pour les philosophies orientales les rapproche, et tous deux dévorent d'autres livres qui traitent de ce thème. Jobs se plonge dans la lecture de Zen Mind, Beginner's Mind de Suzuki Roshi, Cutting Through Spiritual Materialism de Jogyam Trungpa, Cosmic Consciousness, un livre écrit au tout début du XXe siècle par Richard Maurice Buck, et aussi Rencontre avec des hommes remarquables de Gurdjieff. Gurdjieff avait fortement impressionné Jobs, car avant de devenir un leader spirituel, c'était un homme plein de ressources qui allait de ville en ville, proposant de réparer les appareils cassés des gens. Cela lui plaisait beaucoup, raconte Kottke. Séduits par ces courants de pensées exotiques, Jobs et Kottke jurent d'arrêter de manger de la viande et deviennent tous deux végétariens, épousant alors le principe d'un slogan à la mode « You are what you eat », tu es ce que tu manges. Steve Jobs est le plus intègre dans cette tentative d'épuration des sens par la nourriture. Il peut se contenter d'une boîte de céréales qu'il fait durer toute la semaine. La raison n'est pas qu'éthique. Le budget qu'il peut consacrer à la nourriture est particulièrement limité. Tout n'était pas rose. Je n'avais pas de chambre dans un foyer, je dormais à même le sol chez des amis. Je ramassais des bouteilles de Coca-Cola pour récupérer le dépôt de 5 cents et acheter de quoi manger, a raconté Jobs. Le dimanche soir, Jobs marche avec son ami Kottke durant une dizaine de kilomètres, traversant la ville afin de pouvoir bénéficier d'un copieux repas végétarien au temple de Hare Krishna de Portland. Un régal, confiera Jobs. Nous n'allions pas là-bas pour des raisons religieuses. Nous étions juste des étudiants affamés, attirés par la bonne nourriture qui était gratuite. Tout ce que nous avions à faire pour obtenir un repas était de nous tenir debout durant un petit moment et de chanter avec eux, relate Kottke. S'il est un individu dont l'attitude impressionne Jobs, c'est le président du corps des étudiants, Robert Friedland. Bien des années plus tard, Friedland récoltera le triste surnom de Toxic Bob pour avoir opéré un site d'extraction d'or à Summitville dans le Colorado et entraîné un désastre écologique sans précédent. Plus de 20 kilomètres de fleuves seront pollués par du cyanure. Pour l'heure, ce beau parleur exerce un pouvoir d'attraction digne d'un gisement de magnétite envers ses congénères. Robert Friedland était incroyablement charismatique. Je n'avais jamais connu de personnalité de ce genre. Il me semble que Steve Jobs a acquis un certain nombre de ses aptitudes à convaincre les autres chez Friedland, estime Kottke. En cette rentrée 1972, Robert Friedland revient d'un voyage d'été en Inde et il se plaît à raconter comment il a visité l'ashram de Nem Karoli Baba. Électrisés, Jobs et Kottke boivent la moindre de ses paroles. C'est en écoutant ces récits aventureux qu'ils élaborent un rêve. Se rendre eux-mêmes en Inde. Qui sait, dans cette contrée lointaine, ils pourraient bien trouver la sagesse évoquée dans leur lecture. Friedland leur prodigue toutes sortes d'informations utiles au pays de Krishna, qui contacter ou loger. Steve Wozniak, de son côté, est entré chez Hewlett-Packard où il est affecté au design d'ordinateurs. Durant son temps libre, il gère un service téléphonique conçu dans l'esprit des Marx Brothers, Dial a Joke. On appelle un numéro et on entend alors une blague. C'est en testant ces boîtes bleues que Wozniak a découvert qu'il existait de nombreux services de ce type dans le monde et a donc décidé de monter le premier Dial a Joke de la région de San Francisco. En 1973, les répondeurs n'existent pas.
Wozniak est donc obligé de louer une machine très coûteuse, fabriquée pour les réservations des théâtres. Il installe le dit appareil dans son appartement de Cupertino et passe diverses annonces dans des fanzines locaux pour promouvoir son dial joke. Parfois, Wozniak répond à un appel en direct. Il prend alors un accent russe prononcé et apparaît sous le nom de Stanley Zebresu-Kininsky. C'est à l'occasion d'un de ces appels qu'il va rencontrer sa future épouse. « Je recevais tellement d'appels que je devais constamment changer de numéro, faute de quoi on pouvait recevoir 100 appels par jour », s'est rappelé Wozniak. Absorbé par ses lectures, Jobs a trouvé une raison de vivre. Le souci, c'est qu'en toile de fond, il traîne un sentiment de culpabilité tenace. Le cursus de Reed College l'indiffère au plus haut point. Il a commencé par sécher certains cours et, progressivement, il a purement et simplement cessé de suivre le programme normal. Il en est venu à la conclusion qu'à tout prendre, il devrait pouvoir réussir sa vie sans avoir nécessairement un diplôme. Au bout de 6 mois, je ne voyais toujours pas la justification de mes études. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie et je n'imaginais pas comment l'université pouvait m'aider à trouver ma voie. J'étais là en train de dépenser tout cet argent que mes parents avaient épargné leur vie durant. Au risque de peiner Paul et Clara, Jobs décide d'abandonner ses études. Sa démission présente un avantage même s'il ne s'agit que d'un pis-aller. Reed College lui rembourse une partie de ses frais de scolarité et il juge préférable de redonner à ses parents un peu de cet argent qu'ils ont durement gagné. Ses parents étaient heureux de payer son éducation et ils auraient volontiers continué à le faire, estime pour sa part Dan Kottke. Libéré de toute obligation, Jobs décide de suivre certains cours en tant qu'auditeur libre. Il assiste avec intérêt aux exposés sur la littérature, notamment tout ce qui peut concerner William Shakespeare. Il se passionne par ailleurs pour la calligraphie. Ensuite, envoûté, il découvre tout ce qui concerne l'empattement des caractères, les espaces entre les différents groupes de lettres, les détails qui font la beauté d'une typographie. C'était un art ancré dans le passé, une subtile esthétique qui échappait à la science. J'étais fasciné. Le séjour de Jobs au Reed College se poursuit durant la majeure partie de l'année 1973, agrémenté de longs débats avec Dan Kottke sur le sens de l'existence qui peuvent se prolonger jusqu'à des heures avancées de la nuit. Un nouveau livre marque bientôt Jobs. Rational Fasting, Santé et guérison par le jeûne, d'Arnold Ehret. Ébloui par la doctrine de ce docteur disparu en 1922, Jobs décide de devenir un frutarien, c'est-à-dire de ne manger que les parties des plantes qui ne tuent pas celles-ci, fruits, graines, noisettes. Il se plie également à de longs jeûnes. Pourtant, la situation de marginal bénéficiant d'un statut indéterminé vis-à-vis de l'université vient progressivement à lui peser. Jobs ne peut demeurer indéfiniment oisif, et l'envie de réaliser quelque chose émerge peu à peu, faisant ressurgir sa passion première, l'électronique. Après 18 mois d'une vie de paria à Reed College, Jobs repart pour la Californie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.